camarades militants, permettez-moi, au nom de la délégation qui m'accompagne, de saluer le fédéral ici présent, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette grande communion. Ainsi que les collaborateurs qui l'accompagnent. Le fédéral m'a demandé de me pencher sur un thème important. Ce thème important qui engage l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qui engage l'avenir du continent africain et qui engage l'avenir d'un monde multipolaire. Ce thème-là, c'est le panafricanisme et la nécessité du retour de la gauche au pouvoir avec Laurent Gbagbo. Ce thème est important parce qu'il s'agit de Laurent Gbagbo, parce qu'il s'agit du PPACI, parce qu'il s'agit de la gauche, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Et donc ce thème comprend 3 mots clés, à savoir le panafricanisme, la gauche et Laurent Gbagbo. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par Laurent Gbagbo. Je brosserai à grands traits beaucoup plus la personne et sa vision du monde, et beaucoup plus parce que je sais de lui ce qu'il m'a apporté en tant qu'individu, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, ce qu'il a apporté à l'Afrique et ce qu'il apporte au monde entier. Pour ma part, je l'ai rencontré en 1983. Beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés, mais c'est pas grave. Eh bien, c'était à Paris où il était arrivé avec un livre à la main. Je ne dirais pas qu'il est venu avec de l'argent, mais avec un livre à la main. Et ce livre-là, c'était intitulé pour une alternative démocratique. Sachez qu'en ce temps-là, le mot démocratie était un totem pour la gauche ivoirienne. C'était un totem, je dis bien un totem. Mais Laurent Gbagbo était un homme de gauche et il affirmait des idées qui étaient contraires à la gauche. Et donc c'était étonnant. Il fallait qu'il puisse convaincre tous les militants de gauche à cet idéal, à ce combat pour la démocratie. Et donc, patiemment, il a pu convaincre nous autres, alors qu'on avait pour terme le concept de gauche, et non pas le concept de gauche, mais le concept de démocratie. Pourtant, on était tous des militants de gauche, on militait dans les partis de gauche
en France. Mais pour nous, on était tous des maoïstes, des léninistes, des trotskistes, des ceci, des cela. Il a dit tout ça là c'est trop long. Mettons-nous ensemble pour mieux développer la Côte d'Ivoire, pour mieux changer la Côte d'Ivoire. C'est bien acquis. Mais matin, midi et soir, Laurent Gbagbo discutait avec chacun de nous et a pu convaincre la majorité d'entre nous de pouvoir. La France est le pays, l'un des pays européens qui possède la plus grande réserve d'or. Mais posez-vous la question, d'où vient l'or? Voilà le secret de la richesse de l'Afrique. Eh bien, je vous ai dit que les accords de coopération que nous avons signés réservaient en priorité les richesses de notre sous-sol à la France. Et donc, l'or africain va dans les banques occidentales, sous forme de monnaie, de réserve. Et c'est à partir de ces réserves-là qu'on frappe l'euro, qu'on frappe. Voilà pourquoi nous, pays africains, nous devons prendre conscience qu'au lieu de regarder notre or sortir de l'Afrique, la première décision à prendre, c'est qu'aucun gramme d'or ne doit sortir de l'Afrique. Le jour où on prendra cette décision, toutes les banques africaines seront bourrées d'or en moins de quelques années. Prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest. Prenez même le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a à peu près à 50 tonnes d'or officielles. Si on compte tout ce qu'on ne peut pas compter qui sort d'une manière informelle, on peut arriver à une centaine de tonnes d'or par an. Si vous prenez le Mali, ils sont à peu près une centaine officielle. Et si on ajoute tout ce que les djihadistes volent, tout ce qui est un paillage clandestin que les gens volent pour aller alimenter les banques et les bijouteries occidentales, eh bien, le Mali seul peut se retrouver avec 200 tonnes d'or. Je vous rappelle que la France, avec 2300 tonnes d'or, est l'une des plus grandes puissances. Mais si vous ajoutez tous les tonnes d'or en Afrique de l'Ouest seulement, on peut produire entre 400 et 500 tonnes si on prend l'orpaillage clandestin et les ordres officiels. 500 tonnes. Ça veut dire qu'en moins de 5 ans, nous sommes capables d'être plus riches que la France, uniquement avec nos réserves. En moins de 5 ans. Et donc, imaginez tout le continent africain qui exploite et garde son or dans ses banques centrales. Eh bien, vous ne pouvez pas trouver au monde un seul pays qui soit capable de se comparer au continent africain. Et la monnaie de l'Afrique sera la monnaie la plus recherchée au monde. Pour faire face au fonds autour, nous devons chercher l'argent, non pas à l'extérieur, parce que les vautours viennent de l'extérieur, les fonds vautours viennent de l'extérieur, mais nous devons chercher sous nos pieds l'argent nécessaire pour notre développement. Or, pour le moment, les accords de coopération épuisent nos soldes et nos richesses. Mettons tout simplement fin à ça. Pourquoi la France continue de garder l'or de l'Afrique occidentale? Pourquoi
nos réserves d'or sont gardées par la France? C'est une question clé. Tout simplement parce que nous-mêmes, on a oublié que la vraie monnaie, c'est l'or. Et donc, on a signé des accords pour que ce soit eux qui gardent notre or. Et donc, pendant que nous, à la Banque centrale, tous les États de l'Afrique de l'Ouest ont, je crois, au grand maximum 35 tonnes d'or, la France a 2300 tonnes d'or, ce qui fait la puissance de la France. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Donc, si demain nous sommes conscients que l'argent se trouve dans notre sous-sol, eh bien, soyez-en certains, nous aurons suffisamment d'argent pour ne plus compter sur la pauvreté. Nous aurons suffisamment d'argent pour financer notre économie et nous n'aurons plus besoin de s'endetter. Prenez le cas des pays arabes. Prenez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est la première puissance pétrolière du monde. L'Arabie Saoudite n'est pas plus riche que la Côte d'Ivoire en matière première. Mais qui est-ce que vous avez vu un pays arabe s'endetter? C'est eux qui embêtent les autres. C'est eux qui prêtent de l'argent aux autres, uniquement avec le pétrole. Mais pourquoi? Parce que depuis la révolution de Nasser en Égypte, qui a nationalisé le canal de Suez, et bien tous les pays arabes ont nationalisé leur pétrole. Et donc le pétrole des Arabes appartient aux Arabes. Le pétrole qu'ils vendent, l'argent qu'ils récoltent, leur appartient. Et donc uniquement avec le pétrole, eh bien, non seulement ils financent leur propre développement, mais ils prêtent aux autres pays du monde entier, uniquement avec le pétrole. C'est la même politique qui est menée par le Qatar en Escale, c'est la même politique qui a été menée par Dubaï, et c'est là à partir de leur pétrole. Donc vous voyez que si nous sommes maîtres de notre économie, on n'a plus besoin de quoi que ce soit en termes de ressources. Or, autant l'Arabie Saoudite est la première puissance mondiale en termes de pétrole, autant la Côte d'Ivoire est la première puissance mondiale du cacao. L'une des grandes puissances mondiales de la margarine. L'une des grandes puissances africaines de coton. L'une des plus grandes puissances africaines de palmier à l'huile. L'une des plus grandes puissances africaines de l'IA. L'une des plus grandes puissances africaines de bananes, tout ça. Donc imaginez-vous un seul instant si ces produits-là nous appartenaient entièrement et totalement. Or, même notre cacao, lorsque le cacao sort de la plantation, ça nous appartient. Il y a toute une chaîne d'entreprises qui s'organisent entre le planteur et le marché international pour acheter à bas prix et revendre notre cacao au prix élevé à l'échelle internationale. Alors que parmi nous, il y a des grands économistes, des grands commerçants, des grands marketeurs, des gens qui ont parcouru le monde entier et qui connaissent le marché du cacao. Si on donne à ces gens les moyens nécessaires de vendre notre cacao, on n'a plus besoin de tous ces événements. Et on multiplie automatiquement les revenus internes par deux. Et si en plus on crée des usines de transformation de cacao, on multiplie les mêmes revenus par 4, par 5, par 10 en fonction du niveau de transformation de nos produits.
Or, aujourd'hui, on a tous les experts en Côte d'Ivoire pour passer de la ferme de cacao à toutes les catégories et tout type de chocolat. Par conséquent, ce qui nous empêche de le faire, eh bien, c'est les intérêts coloniaux qui nous lient encore parce que nous avons l'obligation d'alimenter les usines occidentales et nous avons l'obligation d'acheter avec ces usines-là le peu de chocolat que nous consommons. Et souvent, ils viennent faire semblant d'installer 2 ou 3 entreprises de transformation du chocolat qui leur appartient pour nous faire croire que non, si vous voulez de l'industrialisation, nous sommes là pour industrialiser. On n'a pas besoin. Nous sommes capables nous-mêmes de transformer notre cacao en chocolat et vendre à travers le monde entier. Tout est une question de volonté politique et des moyens financiers. Il y a une seule décision. Donc, chers camarades, pour mettre fin au fond Vautour, il faut mettre fin à la sortie de l'or africain du continent africain. C'est tout. Il n'y a pas de décision. Et pour développer le continent africain, il faut empêcher que les matières premières de l'Afrique sortent non transformées de l'Afrique. Si nous réussissons cette politique-là, et ça ne tient qu'à une seule décision, si nous disons que d'ici 4, 5, 10 ans, aucune matière première ne doit sortir du continent africain sans être transformée, donc vous verrez les soucis, c'est le même parti. Vous verrez des autoroutes, c'est le même parti. Des chemins de fer, c'est le même parti. Parce que, pour ne pas être pauvres, ils seront bien obligés de délocaliser pour venir installer leur usine, quitte à sauver leur tête, même s'il faut que leur peuple crève. Mais eux, les capitalistes, ils chercheront toujours à sauver leur tête et ils viendront investir en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, quand ils viendront, ils seront obligatoirement un partenaire africain pour contrôler le secteur de la production. Et c'est ça la priorité. Et si nous réussissons cette politique-là, eh bien, je peux vous assurer que tous ces bons autour et cet engagement excessif peut disparaître. Donc nous avons les moyens dans notre sol et dans notre sous-sol de ne pas faire appel aux fonds politiques. Nous avons les moyens dans notre sol et dans notre sous-sol pour prendre les décisions les plus importantes aujourd'hui, pour que notre sol et notre sous-sol, tout ce qui sort de là nous appartient. Nous, l'argument de l'absence de cadre ne prospère plus. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de cadres que sur 400 000 jeunes qui sortent de l'école, il n'y a que 100 000 qui ont un emploi. Les 300 000 sont faute d'usine et faute de services accompagnant ces usines. Ils sont obligés d'emprunter la route de l'île ou d'emprunter la voie du secteur informel. Il faut qu'on mette fin à ça pour que les jeunes qui sortent de l'école aient un emploi, pour que la vie soit moins chère et qu'on n'ait plus recours au financement externe, mais qu'on compte sur nos propres forces et notre propre richesse. Oui, cela est possible parce que d'autres si aujourd'hui aucune sanction ne meut la Russie, parce que ce point million, c'est que les matières premières en Afrique, ces mêmes matières premières-là sont en abondance en Russie. Donc quand les gens disent oui, les Russes vont venir exploiter les matières premières, quand vous connaissez ce pays-là, ça vous fait rire. Parce qu'ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont le fer, ils ont l'uranium, ils ont le blé, ils ont le cuivre, ils ont le coltan, ils ont tous les produits dont les autres n'ont pas et les raisons qui les poussent à venir nous coloniser en Afrique. Eux, ils ont tout ça. Et ils ne sont même pas nombreux. Sur 17 millions d'hectares, c'est-à-dire à peu près la moitié de la surface de tout le continent africain, ils ne sont que 145 millions. C'est-à-dire moins peuplés que le Nigeria. Donc, ils ont tout un continent à coloniser
Et les gens pensent qu'ils vont venir coloniser des pays pour lesquels ils n'ont aucun intérêt à lutter. Ils ont d'abord leur propre territoire à coloniser. Ils n'ont pas besoin de venir coloniser qui que ce soit. Donc ces idées qu'on vous vend pour vous empêcher de coopérer avec les meilleurs des meilleurs, débarrassez-vous de ça pour que demain, à leur place, vous allez. Et si les sanctions ne marchent pas avec la Russie, eh bien ces sanctions-là ne marcheront pas avec l'Afrique lorsque l'Afrique va conquérir sa souveraineté, parce qu'elle a toutes les matières premières pour vivre en fonction de ses propres ressources, en fonction de ses propres capacités humaines, car nous avons de l'expertise. On vous a servi l'essentiel. Vous-même, vous l'avez constaté que oui, le ministre Awadon Melo, à la deuxième assemblée générale ordinaire de la Fédération PPACI de Yopougon, a tenu un discours exemplaire, un discours digne de ce nom, un discours digne du représentant des pays africains dans le BRICS, l'alliance des pays du BRICS. Le discours du vice-président exécutif du PPACI, le ministre Awadon Melo, est à caractère panafricain. Il nous a parlé de notre or, par exemple. Et il nous a expliqué le mécanisme de l'or que nous avons. Vous savez, les Occidentaux n'ont pas d'or. Ils peuvent creuser leur terre 1000 ans, ils ne retrouveront pas d'or. Dieu nous a bénis avec. Et pourtant, l'or, c'est ça même qui est l'argent. Mais les biens qu'on nous donne tous les jours ne sont que la représentation de l'argent. Le vrai argent, c'est l'or. Et la représentation, c'est un bien qui est fait avec du papier et tout ce que vous voulez avec. On la donne de la valeur parce que nous voulons. Parce que ce sont les êtres humains qui ont donné de la valeur à ça. Dans le temps, il n'y avait pas de l'argent. Il n'y avait que de l'or. Ce sont des pays bénis qui avaient cet or-là. Quand les grands pharaons, quand tous ces grands maîtres du monde voulaient faire n'importe quel combat, ils parlaient de richesse, ils ne parlaient pas d'espèces. Les richesses étaient en termes d'or qu'ils avaient, en termes de domaine, en termes de... C'était ça qui représentait la richesse. Mais nous, en Afrique, nous avons été bénis. Nous avons tous l'or, au moins un peu, dans nos différents États. Mais dans nos banques, il n'y a rien, on n'a pas d'argent. C'est grâce à l'or qu'on peut échanger des devises. C'est grâce à l'or qu'on peut, c'est-à-dire garantir à sa banque d'être crédible. Pour ceux qui ont vu le film de la Casa de Papel, vous-même, vous avez vu le simple fait que voler l'or d'une banque pouvait faire le pays tomber en faillite en moins de 24 heures. Sauf si le vol restait un secret d'État et personne ne dévoilait cela. Vous comprenez donc que quand le vol se passe, si c'est dévoilé à la place publique, le pays tombera en faillite. Pourquoi en faillite? Parce que c'est ça le véritable argent qui a été volé et le pays est asphyxié, ils n'ont plus d'argent et ils devaient devenir plus pauvres que la Grèce. Nous avons donc l'or car Dieu nous a bénis. Mais pourquoi nous sommes aussi pauvres? Au lieu de regarder notre or partir, le professeur Awadon Melo nous dit, nous devons tout faire pour que ça reste. Nous devons tout faire pour qu'eux, ils en aient besoin. Nous devons créer des pénuries. Et en ce moment-là, notre or pourra donc être revalorisé. Imaginons-nous si nous créons des pénuries. Si on se met en Afrique et on dit, on crée des pénuries en termes d'or, on ne les vend plus, on les garde 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Personne ne voit de l'or passer. Les prix vont bonder en Europe. Et ils seront obligés d'acheter parce qu'ils en auront besoin. À un moment donné, nous avons toutes les cartes en main. La team, dites-moi ce que vous avez pensé et on se voit pour une prochaine vidéo.